Bonsoir à tous, bienvenue sur Sport Business Africa, cette nouvelle saison, la saison numéro 3 donc de votre émission consacrée à l'économie et au management du sport en Afrique. Et donc pour cette première édition, nous parlerons cyclisme, football et nous reviendrons naturellement sur les infrastructures devant abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2021 prévue au Cameroun au mois de janvier selon le nouveau calendrier de la Confédération africaine de football. Nous reviendrons sur le stade Paul Biya, évidemment, où les chantiers piétinent depuis le départ donc de l'entreprise Piccini, qui était donc chargée de la construction de ce stade qui devrait naturellement abriter le match d'ouverture de cette compétition. Installez-vous confortablement et retrouvons-nous juste derrière ce jingle. Tropical Amissa Bongo, quel serait le secret de la réussite? Nous reviendrons tout au long de cette émission. Nous ferons également un focus sur le World Football Summit Africa, cet événement, ce sommet, sur le football qui sera organisé à Durban, en Afrique du Sud, au mois de mars prochain. Et comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, nous reviendrons sur les infrastructures, notamment le stade Paul Biya, censé abriter le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Et donc sur ce plateau avec moi deux invités. Le premier, André Onana, il est ancien arbitre, aujourd'hui manager sportif. Voilà, j'y arrive. Bonsoir André. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors aujourd'hui vous êtes le manager de Ofta de Kribi, un club de deuxième division du championnat camerounais. Comment ça se passe avec Ofta aujourd'hui? Écoutez, nous avons pris Ofta il y a juste 3 mois. Je crois que si on peut faire un bilan à mi-parcours, Ofta se porte très bien. Déjà, je suis ravi de savoir que un président bien connu, le président du CISEC, a fait savoir à ses collaborateurs que Ofta était le club le mieux structuré du Cameroun. Donc, c'est fait honneur à la modeste personne que je suis. C'est fait honneur à tous ceux qui m'accompagnent dans ce projet parce que je suis pas seul. Je suis peut-être la face visible là-bas, mais sachez qu'il y a une grosse machine qui abat un boulot formidable. Donc, Ofta de Kribi se passe très bien. Je découvre que les joueurs commencent à faire la une des journaux au Cameroun. Vraiment, je crois que je vous invite à en joindre pour savoir un peu ce que nous faisons du côté de Kribi. Nous viendrons naturellement avec plaisir, surtout pour notre façon, enfin une façon à nous d'encourager ce que vous faites déjà naturellement bien. À ma gauche, donc Franck Ghislain Onguene, hier présentateur de cette émission, aujourd'hui notre consultant attitré. Il est donc consultant et enseignant en marketing du sport à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication à l'ESTIC à Yaoundé. Franck Ghislain Onguene, bonsoir et merci d'être venu. Salut Steve, salut à tous les téléspectateurs. C'est vrai que j'ai justement eu l'habitude d'être de l'autre côté du micro. Ça fait plaisir justement d'être là à la place qui en principe devrait être la mienne, celle du consultant. Parce qu'on se dit quand même qu'on a 2 ou 3 choses à apporter de temps en temps, parce que nous sommes dans une phase de ce que nous appelons dans le sport business, nous sommes dans la phase de ce que nous appelons la CCC, la communication pour le changement de comportement. Donc il est important aujourd'hui de pouvoir sensibiliser au maximum. On espère vous avoir le plus longtemps possible dans cette émission pour pouvoir nous permettre donc d'évoluer dans ce sens. On va revenir sur votre parcours à l'ESTIC, pas votre parcours académique, mais désormais votre parcours professionnel. Vous enseignez le cycle master. Vous avez naturellement donné cours au premier semestre. Quel est le bilan que vous faites donc de cela et qu'est-ce que vous avez comme actualité pour le futur? Alors déjà au niveau du bilan, il faut dire qu'il est très positif. Au départ, je veux déjà remercier le directeur de l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, le professeur Laurent Charles Boyo-Mouassala, et la directrice adjointe chargée des études, le professeur Alice Ngaminkala. Ça fait vraiment plaisir de se dire qu'on est capable aujourd'hui de faire confiance à une nouvelle dynamique, parce qu'il faut dire qu'avant ça, jamais le marketing du sport n'avait été enseigné dans une université ou dans une grande école au Cameroun et même en Afrique francophone. Et donc on ait fait confiance à ma modeste personne, ça m'a particulièrement, j'ai été touché. J'ai jamais déposé mon dossier, j'avais jamais demandé cela auparavant. J'avais fait quelques conférences, notamment une bonne dizaine de conférences quand même. Comme je vous l'ai dit, on est en phase de
de communication pour le changement de comportement, amener les gens à comprendre l'importance du sport business. Donc j'avais fait pas mal de conférences, mais je savais pas que cela pouvait avoir un impact au point où on me donne cette charge-là d'enseigner les masters. J'ai eu la chance d'avoir de très très bons étudiants, peut-être les meilleurs même. C'est juste de le dire. J'ai eu dans ma promotion, enfin dans la promotion des étudiants que j'encadrais, la team presse officer des Lions indomptables du Cameroun. Ça fait quand même plaisir, même si après elle a démissionné il y a quelques jours. Lucrèce peut-être qu'elle a bien assimilé vos leçons. Tout à fait, Lucrèce, voilà. Donc, avant de comprendre qu'il fallait démissionner. Tout à fait. Donc un salut particulier à Lucrèce. J'ai eu également des étudiants assez brillants. D'ailleurs, ma meilleure étudiante, Edith Virginie Mbok, qui est une ancienne volleyeuse, qui s'est reconvertie dans le journalisme et aujourd'hui qui est une cadre au niveau à la télévision nationale. Ça fait véritablement plaisir d'avoir eu ces étudiants-là. Ils sont nombreux comme ça. J'ai la responsable, la chargée du marketing du centre olympique, du centre africain d'études olympiques, ce qui est quand même aussi assez énorme. Donc ça prouve quand même qu'il y a de l'intérêt. Il y a eu beaucoup d'intérêt. Ils étaient nombreux à la fin du coup à me dire on veut faire dans le marketing du sport, on veut faire dans ça, on veut aider nous et tout. Donc vraiment ça prouve qu'il y a une dynamique et c'est cette dynamique que nous voulons porter. Et voilà, on va continuer avec les conférences. D'ailleurs, le 5 février prochain, nous donnons une conférence à l'amphithéâtre de l'Estique sur comment le sport peut impacter le tissu économique du Cameroun. C'est une conférence que nous allons donner avec l'ancien international et recordman de l'équipe nationale de football, Rigobert Song. On a également Victorine Fomoun, qui est une véritable actrice dans le développement du football. D'ailleurs, c'est l'une des rares dames à avoir entraîné sur le banc de touche d'une équipe masculine au Cameroun. Donc on parlera également du sponsoring dans le football amateur. C'est un gros programme que nous réservons comme ça. Et nous disons que ceci continuera tout au long de l'année 2020. On espère naturellement qu'au courant de cette année 2020, vous aurez l'occasion aussi de donner cours à ces étudiants de master pour le cadre donc du second semestre, naturellement, sur le marketing et le management du sport qui sont véritablement une discipline tout à fait nouvelle au Cameroun et en Afrique. Alors pour revenir donc et rentrer de plein pied dans notre émission, nous prenons le premier sujet, le secret de réussite de la tropicale Amissa Bongo, le tour cycliste gabonais qui donc est rendu à sa 15e édition, a permis donc aux coureurs et naturellement à tous ceux qui y étaient de vivre des moments historiques d'un point de vue sportif. Elle a atteint cette année un remarquable régime de croisière en ouverture de la saison 2020 de cyclisme au mois de janvier. L'épreuve gabonaise a donc permis aux coureurs africains de s'exprimer comme jamais ils ne l'avaient fait jusqu'à présent. Suivons donc ce reportage de Marina Ngokvina et retrouvons derrière. Le dernier coup de pédale de la tropicale Amissa Bongo a été donné ce 26 janvier. Tenant toutes ses promesses avec les performances réalisées par les écuries africaines présentes au Gabon, la 15e du genre a mis en avant l'évolution du cyclisme en Afrique. Pendant cette énième édition, les Africains ont su rivaliser avec les professionnels, démontrant leur savoir-faire en remportant plusieurs étapes, ce qui n'a jamais été le cas en 15 ans d'existence. Après la création de la course en 2006, il a fallu attendre 4 éditions pour voir un coureur africain gagner une étape. Jamie Ball, le Sud-Africain, en 2009. Depuis lors, plusieurs descendants du continent ont suivi les traces de ce dernier. Érythréens, Rwandais, Algériens et surtout Camerounais. Clovis Kamzon Aboselo, capitaine de l'équipe nationale du Cameroun de cyclisme, a surpris tout le monde jeudi dernier en remportant une victoire après 160 km d'échappée, faisant de suite honneur aux verts ou jaunes absents de la scène. C'est une participation honorable des Lions indomptables du vélo, meilleure que les années précédentes. Un bilan plutôt satisfaisant, même si le premier Camerounais au classement général pointe au 33e rang et le dernier au 70e rang sur 72. Classé 13e équipe sur 15 dans un classement dominé par le Rwanda, l'Érythrée dit ceci grâce au bon comportement général des différents athlètes. Les Camerounais ont néanmoins écrit une nouvelle page de leur histoire. 7 étapes pour 1000 km de course d'Oyem à Libreville, remportées pour la plupart du temps par les Africains, de quoi ravir le public. Pendant cette semaine de compétition, le cyclisme africain a écrit les plus belles lettres de son histoire dans une course devenue incontournable sur le continent. Merci donc à notre ravissante et merveilleuse reporter Marina Ngokvina qui nous revient tout droit
du Gabon. Alors Francisca Nguéné, peut-on considérer aujourd'hui la Tropicale Amissa Bongo, 15 ans après, comme une véritable success story? Oui, moi honnêtement, je dis oui parce que vous savez, le Gabon c'est un tout petit pays d'Afrique centrale, pratiquement moins d'1 million d'habitants. C'est un pays qui jusque-là a souvent eu une réputation beaucoup plus à travers la politique. On parle Ali Bongo, machin. Et aujourd'hui, on a une nouvelle image du Gabon à travers la Tropicale Amissa Bongo. L'aventure a été lancée en 2005, me semble-t-il, et on voit déjà, enfin au début ça ne représentait pas grand-chose. Aujourd'hui, il faut dire que la Tropicale Amissa Bongo ouvre la saison internationale de l'UCI, l'Union Cyclisme Internationale, ce qui est quand même assez énorme quand même pour un tout petit pays comme celui-là. Il n'est peut-être pas mieux classé que le Cameroun, il n'est pas 2.2 comme le Cameroun, simplement parce que, par exemple, le Cameroun, le Rwanda, sont des pays qui ont quand même des reliefs assez... Burkina Faso voilà, aussi. le Burkina Faso qui ont des reliefs assez considérables, le Maroc qui ont des reliefs plutôt considérables. Or, le Gabon a un relief plutôt plat, donc ce qui fait en sorte que on ne peut pas avoir un certain nombre d'épreuves, comme c'est peut-être Cameroun. Au Cameroun, on peut avoir quand même des montées et tout. Et donc, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le Gabon a su jouer sur un aspect essentiel, le marketing. J'ai étudié pendant longtemps le dossier marketing de cet événement. Je pense que c'est vraiment très très bien structuré. Tous les petits plats sont véritablement mis dans les grands. On a fait appel au cartel. Il faut dire quand même qu'on ressent le cartel Bolloré qui s'investit d'abord au niveau de la logistique, au niveau de la diffusion, parce qu'il faut dire que le tout est diffusé sur la chaîne cryptée Canal+. C'est diffusé également. Enfin, il y a un gros marketing qui est fait tout autour, et ce qui donne véritablement un impact assez considérable. Il y a aussi le plateau sportif. Il faut dire que ce qui fait la force de la Tropicale Amissa Bongo aujourd'hui, c'est le plateau sportif. Vous avez les coureurs qui viennent de pratiquement partout en Afrique, partout dans le monde, que ce soit en France, en Espagne, tout. Et donc, ça donne une autre image, une autre dimension à cette compétition. Le dernier élément, c'est le volet géostratégique. Il faut dire quand même que la Tropicale Amissa Bongo, pendant un bon moment, était une compétition qui était dédiée aux villes gabonaises. Mais depuis un certain moment, on s'ouvre à d'autres villes. D'ailleurs, l'année dernière, ils sont allés abattre un record. On est allé sur 3 pays, c'est-à-dire que le Gabon, la Guinée équatoriale et le Cameroun, ce qui a permis véritablement à la compétition de gagner en termes de popularité et de se positionner en Afrique francophone et même dans le golfe de Guinée comme une compétition sur laquelle il faudra désormais compter. Alors, André Nana, si on met de côté tout ce que Francisca Nguéné vient de relever, naturellement, l'aspect organisationnel, le professionnalisme qui commence à faire ses marques sur cette Tropicale Amissa Bongo, quel est l'autre événement qui, selon vous, pourrait faire de cet événement sportif, naturellement, un succès en termes de marketing économique? Écoutez, avant de répondre à votre question, permettez que je trahisse un secret. Il faut dire que la réussite de OFTA aujourd'hui est l'œuvre d'un individu qui est justement sur ce plateau. Francisca Nguéné, c'est le responsable du volet juridique et du volet marketing et communication. Je crois que tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est grâce à cet homme naturel. Et on rend hommage au vivant. Ouais, donc, maintenant que je l'ai dit, ça fait beaucoup de casquettes. Hein, oui, mais justement, c'est un monsieur qui est assez grand pour porter énormément de casquettes. Donc, revenons sur ce qui peut faire. L'autre élément qui peut contribuer au succès de la Tropicale Amissa Bongo. Il faut dire que il y a une réelle volonté politique. Au-delà de l'aspect marketing et autres, on sent l'implication de l'exécutif, des dirigeants. Vous savez, c'est comment je peux appeler ça, le petit bébé des Gabonais. Alors, les dirigeants gabonais ne s'amusent pas avec cette compétition. Si vous devez vous souvenir que pour que cette compétition arrive au Cameroun, c'est devenu une affaire diplomatique. Il fallait rencontrer les autorités. C'est parce que ils ont compris à leur niveau que véritablement, il faut miser sur quelque chose qui peut unir les Gabonais, unir les Africains, unir le monde entier, parce que c'est tout le monde entier qui vraiment regarde cette compétition. On vous a dit tout à l'heure, Francisca, qu'il y avait des Français, des Italiens, des Espagnols, sans compter les Africains qui se retrouvent déjà de ce côté-là. C'est une très grande fête. Vraiment, je pense que la fédération camerounaise de cyclisme devrait s'en inspirer, parce que nous avons à côté le Tour international Chantal Biya, mais qui ne glane pas encore assez de notoriété, assez de monde comme la Tropicale Amissa Bongo. Donc, pour ma part,
ce gouvernement est à féliciter parce qu'il met les petits plats dans les grands pour que les marketistes, les communicateurs, tout le monde se travaille et puis qu'on mette ce qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que c'est généralement ça le véritable problème. Vous pouvez avoir l'expertise, mais si vous ne la mettez pas là où elle peut être utile, vous n'allez pas arriver à voir justement ce qu'on retrouve au niveau du Gabon. Est-ce que, André, on ne peut pas questionner également l'image qui est coulée justement à cette compétition? Amissa Bongo, c'est une dame qui quand même, au niveau du Gabon, non seulement respectée pour son statut de première dame, mais qui aujourd'hui a fait de cette compétition et de ce sport qu'est le cyclisme une véritable attraction au Gabon. Tout à fait, on peut coller l'image de cette grande dame à la compétition. C'est pour ça que je suis revenu un peu au niveau du Cameroun en parlant du Tour cycliste international Chantal Biya. Ouais. C'est aussi une grande dame. C'est une très grande dame. Vous savez quand même que en Afrique centrale, le Cameroun, c'est quand même vraiment donc. Je ne veux pas m'appesantir sur cet aspect parce que sincèrement, je crois que le Cameroun a tout pour organiser une compétition de cette envergure. Sauf que je constate qu'au Gabon, on met les personnes qu'il faut là où il faut. C'est à mon sens ce qui fait la différence. Je crois que si les responsables au niveau du Cameroun et dans les autres pays de la sous-région et même de toute la région africaine, on prend vraiment en compte le fait que c'est d'abord une question de volonté politique. Je vous assure que notre sport, de manière globale, va décoller. Alors Francis Longuené, est-ce qu'au Gabon, on n'a peut-être pas compris qu'on a échoué sur le plan footballistique et donc il faut miser sur un autre sport parce que lorsqu'on regarde les dernières performances des Panthères du Gabon en termes de football, ce n'est pas vraiment ce qu'on attendait en termes de que ce soit côté financier ou même côté sportif. Il faut donc migrer vers une nouvelle discipline pour essayer de redorer l'image du Gabon à l'international. Est-ce que c'est peut-être pas cette trajectoire-là que peut prendre aujourd'hui l'exécutif gabonais? Moi, ce serait quand même difficile de parler d'échecs footballistiques. Rappelons quand même que le meilleur buteur de la Première Ligue pour l'instant reste encore un Gabonais quand même. On a de bons joueurs. C'est un Gabonais pour ses performances à l'étranger. À l'étranger, oui, tout à fait. On a des joueurs comme Denis Bouanga. Après, il faut dire que le Gabon aussi, puisqu'on est dans l'événementiel, a organisé deux CAN en l'espace une co-organisation en 2012 et une organisation en 2017. C'est-à-dire que c'est un pays qui, même footballistiquement, est capable. Et d'ailleurs, la CAN au Gabon a été un franc succès du point de vue organisationnel. Donc c'est pour vous dire que moi je pense qu'il y a beaucoup plus une dynamique pluridisciplinaire ou alors multisport qui ferait en sorte qu'on ne va pas abandonner un sport au profit de l'autre, mais beaucoup plus essayer de fédérer. Parce qu'il faut dire que, reconnaissons-le, ce n'est pas le succès total, parce que même localement, le championnat gabonais n'est pas le mieux organisé actuellement. Et peut-être c'est à ce niveau qu'il faudrait peut-être se poser la question. Est-ce que les autres fédérations, parce que il faut dire que le problème qu'on a par exemple au Cameroun avec le cas du Tour cycliste international Chantal Biya qu'on posait, c'est que on n'a pas de compétences au niveau de la fédération camerounaise de cyclisme. D'ailleurs, même au niveau de la fédération elle-même est constituée à peine de 2 ou de 3 clubs. Il n'y a pas assez de clubs. Lorsque vous avez SNH Vélo Club, peut-être Einstein Vélo Club, c'est fini. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui constituent cela. Or, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on a confié le volet événementiel à des agences événementielles au Gabon. Et c'est ça le succès aujourd'hui de cette discipline-là. On a un bon événement, mais il faut dire que la Tropicale Amissa Bongo elle-même n'est pas encore une marque. C'est-à-dire que vous n'irez pas au Maroc, vous direz que Tropicale Amissa Bongo, tout le monde sauterait, non. On n'a pas encore une marque, on n'a pas encore des produits dérivés à cette marque-là. Donc, quand vous allez sur le site web, c'est assez bien structuré et tout. L'événement est déjà une référence. Ça, disons-le, c'est une référence en Afrique centrale. Mais ce n'est pas encore une marque qu'on peut façonner et qu'on peut vendre à d'autres pays. Et donc, s'il fallait peut-être parler en termes de perspective, ce serait peut-être celle-là de travailler. On a 15 ans, peut-être qu'il y aura encore assez de temps, parce que quand même, il faut dire que la Tropicale, elle est la dernière année des grandes compétitions africaines, parce que lorsque vous avez le Tour du Faso qui est déjà assez connu, vous avez le Tour du Rwanda qui a déjà une bonne autorité, même le Tour du Cameroun, à côté, vous avez, il y a pas mal le Tour du Maroc qui est également aussi connu, mais on a déjà l'événement, c'est ce qu'il faut. Maintenant, il faut en faire une marque. On espère naturellement que du côté du Gabon, nous sommes véritablement compris. Qu'est-ce qu'il faut au-delà de devenir une marque, André Onana? Qu'est-ce qu'il faudrait encore ajouter en termes de mayonnaise pour que
cet événement puisse connaître le succès qui lui convient? Écoutez, je parlais tout à l'heure de la volonté politique. Franck Gislain parlait du football local au niveau du Gabon. Je vais vous dire que des efforts sérieux ont été consentis par les pouvoirs publics. Il y a de cela 4 ans, le gouvernement gabonais a octroyé pratiquement 12 milliards pour la refondation du football au Gabon. Et ça fait que les clubs se sont professionnalisés. C'est peut-être pas encore le professionnalisme qu'on attend, c'est-à-dire que du côté, par exemple, de l'Afrique du Nord ou alors de l'Europe, mais au moins là-bas, il y a ce qu'on appelle un sursaut d'orgueil. Voilà, il y a justement un sursaut d'orgueil, c'est-à-dire qu'un joueur peut vivre de manière décente de son activité. De son activité. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc, je disais tantôt que lorsque vous avez un joueur comme Aubameyang qui vend vraiment l'image du Gabon et même de l'Afrique, on ne peut pas dire que c'est un échec. Moi, je crois plutôt que c'est un pays qui se construit doucement. Peut-être pas à la vitesse grand V, mais c'est un pays qui se construit doucement. Qu'est-ce qu'il faut maintenant ajouter comme mayonnaise? Il faut rendre cet événement à la dimension du Tour de France. Vraiment, c'est possible. Peut-être pas directement du Tour de France. Oui, mais vraiment, lorsque vous avez atteint ce palier, qu'est-ce que vous visez? Vous visez le Tour de France parce que c'est ce qui se fait de mieux. Maintenant, justement, mais comment faire pour atteindre le Tour de France? Et puis, c'est pas pour dire que quand on veut atteindre le Tour de France, lui, il va stagner. De ce côté aussi, on réfléchit. Comment voilà, justement. On dit que le Tour de France, c'est 100 ans quand même. Justement. 100 ans. 102 désormais. 102, voilà, 102 ans. Donc, il faut davantage vraiment communiquer sur cet événement. Il faut davantage intégrer d'autres pays, c'est-à-dire que ça se passe sur tous les pays voisins, de telle sorte que véritablement ce soit le bébé de pas seulement des Gabonais, mais de l'Afrique centrale. Qu'on se reconnaisse vraiment à travers cet événement. Et je pense qu'il y aura beaucoup plus d'annonceurs. Vous voyez aujourd'hui la CAN, quand vous avez la CAN totale. Moi, mon souhait, c'est qu'on ait des compétitions qui ont pour véritables sponsors des marques africaines. Moi, pour vendre l'image de l'Afrique. Alors, Franck Gislain, cette compétition, on a vu, on vient d'évoquer naturellement la trajectoire qu'elle est en train de prendre. Mais moi, je questionne encore quand même l'organisation du cyclisme au Gabon lui-même. On a rarement vu au premier plan des cyclistes gabonais. Est-ce que la professionnalisation justement du cyclisme gabonais ne pourrait pas justement permettre à cette compétition de pouvoir aller plus loin? Si, c'est exactement de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Parce que en fait, le gros... On peut inviter les étrangers. On peut inviter les étrangers, mais si sur le plan local, il n'y a pas... Voilà, c'est difficile. Vous voyez, on se réjouissait, autant pour moi, tout à l'heure, dans le reportage de Marina Ngogvina, à dire que un Camerounais a remporté pour la première fois une étape de la tropicale Amissa Bongo. Il s'agit du Camerounais Clovis Kamzon Abeselo. Pour nous pour moi qui suis Camerounais, c'est un exploit. Mais en même temps, ça devrait être une honte quand même, parce qu'il faut dire que le Gabon, c'est un jet de pierre du Cameroun, que des Gabonais n'arrivent pas à gagner cette compétition, parce que justement sur le plan local, on a un véritable problème. Ce problème, c'est la compétence. Vous savez, en Afrique, le véritable problème, au-delà de ce que nous faisons déjà, c'est-à-dire qu'à travers des émissions comme celle-ci, à travers les conférences, de sensibiliser les gens sur l'importance, il y a également la formation. Je pense qu'il est temps, il est plus que jamais temps qu'on ait, au pire des cas, une école sous-régionale qui va aller dans le sens de former les dirigeants du sport en Afrique centrale. Parce que si on est capable de porter un projet comme celui-là, on aura les futurs dirigeants du sport qu'on aura, ce sera une génération plutôt acceptable. Au-delà de ça, ceux qui sont déjà là auront l'occasion de se recycler. Et même les anciens pratiquants. Aujourd'hui, on est fiers de voir Kamzon Abesolo faire ses exploits, on est fiers de Roger Mila, on est fiers de ceci. Mais si on peut, au-delà, lorsque leur carrière est terminée, ils sont capables de se reconvertir en manager, comme c'est le cas aujourd'hui pour André qui après sa carrière d'arbitre, s'est reconverti dans le management. Moi, je pense qu'on peut faire cela, mais cela passe par quoi? La formation. Donc moi, c'est pour cela qu'au début de cette émission, lorsqu'on parlait de l'action menée par l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, c'est réduit. Je n'ai que 20 heures de cours là-bas, mais en 20 heures de cours, je suis pas sûr que je suis capable de former toute la jeunesse camerounaise. Or, si on a une école qui est spécialisée dans la formation des jeunes, des futurs managers du sport en Afrique, je pense qu'on sera capable quand même d'impacter, mais vraiment.
Alors on va donc ressortir de ce sujet. On va aborder la deuxième partie de cette émission. Ce sera juste après cette courte transition. Nous parlerons naturellement des infrastructures devant abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football prévue au Cameroun. À tout de suite. Devenu aujourd'hui l'enfant pauvre du parc infrastructurel camerounais, le complexe multisport d'Olembe inquiète le continent. Même si quelques efforts sont entrepris ça et là, on remarque tout de même, ou du moins on constate, que beaucoup reste encore à faire. Et donc, depuis le départ de Pichini, les travaux sont véritablement au ralenti, comme nous l'explique dans ce reportage Marina Ngobvina une fois de plus. Une énième descente du patron des sports, le professeur Narcisse Mwelekombi, sur le chantier du complexe sportif d'Olembe mercredi 29 janvier. En prélude à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 devant se tenir en terre camerounaise, le président du COCHAN 2020-2021 s'est enquéri de l'évolution des travaux. Infrastructure étant sur la liste des sites proposés à la Confédération africaine de football par le Cameroun, ceci pour la tenue de la deuxième édition de la CAN à 24 équipes, le joyau architectural a subi un diagnostic de la firme canadienne McGill. Plusieurs explications ont ainsi été données par le représentant de l'entreprise. En effet, ayant repris les travaux sur ce site en lieu et place du groupe Pichini, McGill a fait il y a 24 heures des constats comme celui des travaux effectués par l'entreprise italienne qui sont en phase terminale. Par ailleurs, les travaux de l'aire de jeu principale qui ont été totalement repris par les Canadiens avancent normalement et seront achevés dès le mois d'avril 2020. Le professeur Narcisse Mwelekombi a ainsi instruit une forte mobilisation et collaboration de toutes les parties prenantes afin d'assurer la livraison à la date dite. Alors, André Onana, lorsqu'on regarde ce reportage de Marina, on se pose une question. Olembe, qu'est-ce qui coince véritablement? J'ai du mal à vous dire qu'est-ce qui coince, parce que j'arrive pas à comprendre. Qu'un stade qui porte le nom du président de la République, il s'appelle le stade Paul Biya. Il est peut-être construit à Olembe, mais c'est le stade Paul Qui Biya. pose de plus de problèmes. Mais j'arrive pas à comprendre qu'on ait terminé Japoma, que le stade de la réunification du Bipandé soit terminé, Toket est terminé, je crois que Garoua est en phase terminale, mais qu'on se retrouve encore en train de balbutier sur le stade d'Olembe, moi j'arrive pas à comprendre. Le stade qui est censé abriter le match d'ouverture de la CAN et la finale de la CAN, je pense que ce stade fait partie des 6 qui ont été présentés à la CAF. Alors, j'arrive pas. Jusqu'aujourd'hui, il y a une entreprise, Pitini, qui est partie, qui nous a perdu énormément de temps. Alors, McGill arrive, mais qu'est-ce qui coince? On nous a plutôt fait savoir que les travaux avaient repris au niveau d'Olembe par l'entreprise McGill. On a vu au niveau des journaux, on a écouté les interviews de tous ces responsables. Je pense même qu'il y a un ancien cadre de Pitini qui est là, qui pilote le projet au niveau de McGill. J'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui coince? Est-ce que ce stade sera prêt pour le match d'ouverture? D'autant plus que la CAN qui était censée se jouer en juin est ramenée en janvier. On a perdu 5 mois carrément. On a perdu 5 mois carrément. Ça va se passer comment? On va se retrouver en train de jouer pendant que les ouvriers travaillent? Qu'est-ce qui va se passer? Vraiment, je suis un peu déçu. J'arrive pas véritablement à comprendre que un stade qui porte le nom du chef de l'État se retrouve dans cette situation. Mais il faut établir les responsabilités. Il faut questionner tout ce qui tourne autour de ce projet. Parce que Olembe, Japoma sont des stades qui pratiquement ont la valeur d'une Coupe du Monde. Alors, qu'on soit là en train de traîner, qu'on soit en train, véritablement, j'entends dire que les travaux sont à l'arrêt. On ne voit même plus les véhicules défiler comme c'était le cas il y a quelques temps. Alors moi, je suis inquiet parce que franchement, j'arrive pas à comprendre que ce stade-là, qui est un joyau architectural, se retrouve aujourd'hui à la traîne. Alors, au vu de ce qu'on remarque sur le terrain, Francis Laonguéné, naturellement, le délai qui a été avancé et par les constructeurs du stade et par le ministre en charge des sports et de l'éducation physique au Cameroun,
Est-ce que vous y croyez véritablement, la livraison des chantiers d'ici avril 2020, comme vient de nous dire Marina? Alors, il faut déjà rassurer André et tous les téléspectateurs qui nous regardent. Le Cameroun, sans ce stade-là, peut organiser la CAN. D'ailleurs, il faut dire que sans ce stade, a un stade en plus. C'est-à-dire que le Cameroun aujourd'hui dispose d'un parc infrastructurel de 8 stades de compétition de très haut niveau. Et donc, sans Olembe, le Cameroun va se retrouver avec 7 stades. Et la CAF a juste besoin de 6. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire à ce niveau. Le match d'ouverture pourra se jouer à Japoma ou à Fandena. Donc, il n'y aura pas de problème. Par contre, il faut dire que dans ce projet, c'est pratiquement près de 300 milliards de francs CFA. Donc, on est dans l'ordre de pratiquement 600 millions de dollars qui ont déjà été engloutis, 700 millions de dollars qui ont déjà été engloutis dans ce projet-là. Quand on vous dit que le stade de Rades a pratiquement les mêmes caractéristiques et a été construit à 70 milliards de francs CFA, donc dans les 140 millions Côte d'Ivoire, on parlait de 75 dollars, milliards. Voilà, seulement. Donc, vous comprenez que c'est ça qui pose problème. Et ce qui est d'autant plus choquant, c'est que si on ne termine pas ce stade pour les besoins de la CAN, il sera difficile de le terminer si jamais il ne sert pas à la CAN. C'est-à-dire que si on va même dans la si on a terminé, il sera difficile de rentabiliser derrière. Alors, il y a une autre information importante qu'il faut savoir, c'est qu'il ne s'agit pas d'un stade. Parce que beaucoup de gens, on est tombé malheureusement dans ce piège-là que nous tendent aujourd'hui certaines personnes qui veulent véritablement torpiller ce projet. Il ne s'agit pas d'un stade, il s'agit d'un complexe sportif multisport. Alors, quand on parle d'un complexe, c'est un gros complexe qui n'est même pas qu'un complexe sportif. Il doit comprendre un hôtel 5 étoiles, 2 salles de cinéma, un centre commercial, c'est-à-dire un mall, c'est pour que vous compreniez un peu l'ampleur, un restaurant, une piscine olympique, un gymnase international et puis des aires de jeu multisports. Des annexes, ouais. Voilà, exactement dans la même configuration que celui de Japoma qui pour l'instant avance véritablement pas de géant. Donc la véritable question qu'on est en train de se poser aujourd'hui, c'est où en est-on? Parce que ce stade au départ, il avait été budgétisé dans l'ordre de 150 à 190 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, on est à 315 milliards de francs CFA. C'est juste incroyable ce qu'on est en train de vivre de ce côté-là. Eh bien, il faudrait dire quand même que c'est un problème également de volonté politique. C'est ce qu'on nous disions tout à l'heure dans la gouvernance et la gestion du management. Vous devez savoir une chose. En principe, ce stade, il ne devait pas coûter de l'argent. Il ne devait même pas coûter 5 francs au gouvernement camerounais. C'est simplement une question de montage financier. Lorsque on a un projet comme celui-là, qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet rentable. Ce n'est pas qu'une aire de jeu. Si ce n'est qu'une aire de jeu, il est difficile de pouvoir rentabiliser pour un État. Mais lorsqu'il s'agit d'un complexe, il est facile de rentabiliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez un projet comme celui-là, vous avez déjà l'espace, vous avez le terrain, vous avez toutes les autorisations. Ce qu'il faut faire, c'est de se rapprocher vers ce qu'on appelle trivialement en Afrique, on parle des financiers. Mais on peut parler dans le domaine du financement international de bailleurs de fonds. Vous dites aux bailleurs de fonds, voilà ce que nous on fait. On a tout ce qu'il faut pour mettre sur pied ce projet. Nous, on a des compétitions internationales qu'on va organiser. On a une certaine, il faut dire que Yaoundé, ça chasse déjà dans les 3 millions d'habitants. 3 millions d'habitants. Donc on a une densité de 3 millions, on a une population de 3 millions d'habitants, une densité quand même assez énorme parce que Yaoundé quand même, ça cherche ça étouffe déjà. Voilà, ça étouffe quand même au niveau. Alors, on est capable de rentabiliser. Et ce n'est pas tout. Il faut dire que tout autour du stade, il y a des logements sociaux. Ouais. Il y a un vaste, c'est même pas un chantier bouclé déjà. Il y a des logements sociaux déjà disponibles. C'est une mini-ville même carrément autour du stade. Donc, lorsque vous allez vers un financier, vous lui dites, OK, moi j'ai déjà ça comme acquis. Moi, ce que je vous demande, on crée une joint venture. Vous investissez financièrement dans la construction du stade. Et ce qu'on fait, c'est que nous, l'État, vu qu'on n'a pas investi la majeure partie, on peut avoir entre 35 et 40% des revenus générés par la gestion. Parce qu'il faut dire que ce contrat de joint venture donne ipso facto la gestion à l'entreprise qui construit le stade. À supposer, vous êtes peut-être Magil. Magil, on dit à Magil, nous on ne vous paye pas, on n'a pas l'argent pour vous payer. Ce que vous faites, c'est que vous construisez le stade et on vous donne ipso facto la concession de gestion. Vous gérez le stade et les revenus de ce stade-là, nous, l'État, on a pendant peut-être 25 ou 30 ans, nous avons 30%. Et après la période, peut-être 30 ans, une fois que vous avez récupéré l'investissement, on pivote. Vous passez à 30, nous on passe à 70. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Et lorsque vous avez ce système, ce modèle de financement, il ne vous coûte pratiquement rien. Or, l'État du Cameroun a voulu volontairement s'endetter, d'abord. Et justement, dans cet endettement,
il y a eu justement des mécanismes où des gens ont voulu utiliser cet argent à leur propre compte et on va véritablement dans tous les sens. Donc il est question aujourd'hui de se poser véritablement les bonnes questions. Est-ce que je suis optimiste? Je pense pas. Je ne le suis pas véritablement. Je pense qu'il ne sera pas prêt parce que j'ai la malchance d'habiter ma maison jouxte le stade. Donc j'habite à côté du stade. Je le vois chaque matin. Et tel que la situation s'annonce de ce côté-là, ce sera difficile de livrer à temps. Mais quoi qu'il arrive, le Cameroun organisera une belle CAN. Ça, c'est vous qui le dites. Alors, André Onana, qui est-ce qu'on va accuser dans ce cadre? Est-ce les responsables du COCHAN? Est-ce ceux à qui on a donné les chantiers? Ou alors, est-ce celui qui a ordonné la construction de ce stade, en l'occurrence le président de la République? Le président de la République, moi je le dis de manière péremptoire, le président de la République, un stade peut porter mon nom et puis les gens s'amusent. Non, mais c'est quand même incroyable. Et puis je vais dire à Franck Ghislain que quand même, c'est vrai, on peut se passer d'Olembe, mais c'est le plus gros joyau architectural du Cameroun. Non, d'Afrique centrale. Voilà, d'Afrique centrale. On ne peut donc pas comprendre ça. Mais moi j'ai vu la maquette d'Olembe, sérieusement, j'étais bluffé. Et comme il expliquait tout à l'heure, mais pourquoi, pour un pays pauvre et très endetté, pourquoi aller dépenser 180, on est déjà 315 milliards de francs CFA pour la construction d'un stade, alors qu'on a la possibilité, vous avez ce qu'on appelle les garanties de souveraineté. C'est ça. Il n'y a pas plus fort que l'État en termes de garantie. Si l'État est l'agent économique le plus crédible. Ouais. Alors, vous avez la possibilité d'aller chercher des gens. Moi, j'ai fait une étude sur le modèle suisse. Vous voyez, l'État construit des stades en Suisse, mais remettre ces stades au privé. Pour la gestion. Pour la gestion et qui font donc des... Les PPP, les partenariats publics-privés. Ouais. Ouais. Mais vous allez voir chez nous, on construit des stades, on nomme des directeurs de stades qui sont des professeurs de PS, qui ne savent pas ce que c'est que la gestion d'un stade, qui n'ont pas la compétence pour rentabiliser un stade. Conséquence des courses, on se retrouve avec des stades qui coûtent encore énormément d'argent aux contribuables camerounais, parce que c'est le contribuable camerounais qui en pâtit. Ouais. On vous dit qu'on a dépensé 1000 milliards. Je crois 1000 milliards. 1500 milliards. Voilà, 1500 milliards pour le parc infrastructurel. Pour les infrastructures devant arbitrer la CAN. Mais c'est énorme. Et vous doutez bien que les autres secteurs d'activité vont prendre un coup. Un coup, naturellement. Ok, on se retrouve là. Donc, moi, je crois que il faut que le président de la République frappe le poing sur la table. Vous avez vu la surfacturation. On vous disait qu'on achetait un sac de ciment à 16 000 francs. On achetait un, je sais pas quoi, un camion de sable à 750 000. Mais attendez un peu, dans un pays pauvre et très endetté, c'est dangereux. Donc, il faut que ceux qui sont autour du président de la République, ceux qui disent l'aimer, vraiment, il faut qu'ils prennent ce problème à bras le corps. Parce que sinon, moi je vous dis, on va, après la CAN, si on n'utilise pas Olembe, on risque de ne plus le terminer et ce sera un gâchis. Alors justement, Francis Anguédé, quelles peuvent être les conséquences d'une CAN sans le stade Olembe qui véritablement est, je veux dire quoi, l'image sur laquelle est adossée cette compétition? Alors, il faut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, on peut organiser une CAN. On peut même organiser la plus belle CAN de l'histoire du football, mais il y aura effectivement des conséquences géopolitiques et géostratégiques. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le stade Olembe, c'est 60 000 places, c'est le plus grand stade d'Afrique centrale. Et donc, jouer sans ce stade-là, ça va avoir un impact sur l'image même du Cameroun. Il faut dire qu'au-delà de ça aussi, vous savez, en 1972, le Cameroun avait organisé une CAN et le match d'ouverture et le match de clôture s'est joué dans un stade qui portait le nom du président de l'époque, Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo. D'ailleurs, ce stade, il existe jusqu'aujourd'hui et c'est l'un de nos plus beaux joyaux architecturaux, appelé familièrement la cuvette de Mfandena. Donc, il faut dire que c'est un très beau stade et ce serait choquant que il faut dire quand même que notre président, c'est un régime de près de 40 ans au pouvoir, ne pas pouvoir organiser une CAN dans un stade qui porte son nom à lui, ce sera problématique quand même du point de vue politique et même du point de vue géopolitique parce que quand même, il faut dire que le Cameroun à ce moment-là serait la risée quand même des pays voisins que sont le Gabon qui a organisé, on le disait déjà tout à l'heure, 2 CAN et 2 très belles CAN. La Guinée équatoriale également. La Guinée équatoriale qui sont des pays de faible intensité, de faible population et tout, mais là, tout le monde se demandera, mais comment les autres pays, comment ces pays-là, ces petits pays-là, organisent de grandes compétitions et le Cameroun qui est le leader, ça il faut le dire, le leader en Afrique, 8e puissance économique du continent africain, quand même ça les gens ne le savent pas,
et qui est donc la première puissance économique d'Afrique centrale, comment il n'arrive pas à tirer son épingle du jeu. Donc il y a ces éléments-là qu'il faut pouvoir... Non, 15e puissance africaine, voilà, 15e, voilà, je corrige, c'est l'Angola qui est 8e, voilà, 15e puissance économique. Comment donc cette 15e puissance économique n'arrive pas à organiser une petite compétition de cette ampleur? Donc il y aura véritablement des conséquences géopolitiques qu'on peut éviter. Et bien évidemment, pour moi, je pense que la meilleure façon d'éviter ces conséquences-là, c'est de déployer le génie militaire à Olembe. Alors, pourquoi est-ce que je parle du génie militaire? Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, on est en guerre. Et quand on parle de guerre aujourd'hui, depuis le XXe siècle, depuis le XXIe siècle, la guerre n'est plus armée. La guerre, elle est géopolitique et géostratégique. C'est ce qu'on appelle le soft power. Donc, il est question aujourd'hui pour le Cameroun de déployer le génie militaire. Pourquoi le génie militaire ne demandera pas ce que Magil demande, ne demandera pas ce que Pichini demande? Ils viendront faire le travail pour l'honneur de la nation. Ils viendront monter les murs, parce qu'il faut dire qu'il n'y a même pas une clôture à Olembe. Ouais. Il y a déjà l'infrastructure, le gros de l'infrastructure est là, mais le stade n'est pas sécurisé. Une clôture, ceci, ça, le génie militaire sait le faire. C'est l'un des génies militaires les plus efficaces d'Afrique francophone. Ça, tout le monde le sait. On a vu le travail qu'ils ont abattu en République centrafricaine, au Nigeria pendant la guerre du Biafra. Donc, lui, le génie militaire camerounais peut aujourd'hui déployer une force sur le terrain pour permettre aux travaux d'accélérer. Et c'est cette accélération qui va également mettre une certaine pression à ces entreprises canadiennes, à cette entreprise canadienne qui est là, et va créer un certain engouement national qui permettra d'accélérer les travaux. Si on ne le fait pas dès maintenant, ce sera très difficile pour le Cameroun. Moi, même si la date d'avril, j'y crois pas trop. J'espère que... Il faut dire que le délai, c'est le 9 juin. Voilà. Le délai de la CAF, c'est le 9 juin 2020. Bon, on a vu des compétitions avec des stades qui n'étaient pas prêts. De toute façon, j'espère que d'ici la fin de cette année 2020, le stade de Paul Biya sera bien évidemment prêt pour accueillir cette compétition. Nous mettons donc un terme à cette deuxième partie et nous reviendrons pour faire un focus sur la le World Football Summit Africa qui est prévu du 17 au 18 mars prochain à Durban. À tout de suite. D'ici la fin de cette année 2020, le stade de Paul Biya sera bien évidemment prêt pour accueillir cette compétition. Nous mettons donc un terme à cette deuxième partie et nous reviendrons pour faire un focus sur la le World Football Summit Africa qui est prévu du 17 au 18 mars prochain à Durban. À tout de suite. Sport has the power to change the world. World Football Summit 2020 will eventually become one of the most important in the global event. The key ideas are clear: development, gender equality, and shaping society for a better future. This is what we do when we love the game. Alors WFS World Football Summit Africa, donc c'est l'événement international pour l'industrie du sport africain qui rassemble les professionnels les plus influents afin de discuter des sujets les plus pertinents donc et de générer des opportunités d'affaires. Ce sera donc pendant 2 jours du 17 au 18 mars prochain à Durban en Afrique du Sud, qui deviendra naturellement la capitale de cette industrie florissante qu'est le sport. Nous allons donc dans le cadre de cette compétition prendre en duplex notre ami Paco Roche. Paco Roche, you are in Madrid today and you are preparing this competition. Please, can you tell us more about the World Football Summit? Thank you for having me, first of all, and thank you for your interest in World Football Summit in WFS Africa. World Football Summit is, as our banner says, is where the football industry meets. We are a platform that brings together the different stakeholders of the football industry. That means clubs, leagues, and federations, and governing bodies, of course,
but it also means broadcasters, technology companies, sponsors, media, etc. And we bring them together to discuss, discuss on the main topics around the industry, and create new business opportunities, with the common goal, of course, of growing both the game and the industry. We organize what we call the WFS series, which is one of the stages is WFS Africa, which is going to take place in Durban, South Africa in March. These are 2-day networking events in which we have a very strong conference program with some of the global leaders of the industry taking the stage to talk about the main issues around football. In that sense, we've recently had the Liverpool CEO Peter Moore, Ronaldo Nazario, who former Brazilian legend and currently president of La Liga Real Valladolid. We had Andrea Agnelli, chairman of Juventus, and also leading executives from brands like DAZN, like Facebook, like Amazon, Microsoft, Banco Santander, and an extensive list of companies and brands related to football. As I was saying, the conference program obviously is a very important part of our events, but we also have networking activities. Of course, we have workshops, and we have an exhibition area in which brands and companies can have the opportunity to showcase their products and services to the industry's stakeholders. Okay, Paco, since the beginning of this event in 2016, which balance can you make today? Yes, as you point out, we strictly proves that what the idea that we had when we created World Football Summit, which was that football is growing like never before in its history. A lot of different companies from a wide range of sectors due to globalization, and also due to digital transformation. As I was saying, a lot of different companies that a few years ago were not related in any way to football now are joining the football business, or want to join the football business. And they have found in WFS and WFS events the platform that they had been looking for to come together. So yes, we are very proud, of course, with the success of our events, and because, as I was saying, that sort of proves this event recently celebrated its 4th edition in Madrid in September 29, and we had over 150 speakers and 2,000 attendees. So it has had an incredible growth, and it has become a global reference. But we've not only consolidated our European event in these last years, but we've also expanded. And as you may or may not know, this year we're hosting, of course, our European summit in Madrid, but we're also hosting an Asian WFS Asia in Kuala Lumpur in Malaysia, and of course the first edition of WFS Africa in Durban. So our success basically proves that what the idea that we had when we created World Football Summit, which was that football is growing like never before in its history. A lot of different companies from a wide range of sectors due to globalization, and also due to digital transformation. As I was saying, a lot of different companies that a few years ago were not related in any way to football now are joining the football business, or want to join the football business. And they have found in WFS and WFS events the platform that they had been looking for to come together. So yes, we are very proud, of course, with the success of our events, and because, as I was saying, that sort of proves that the idea that we had
that we were in the right way, in the right path when we launched the platform. And of course, as one of our main objectives is also to contribute to the growth of the game. Yeah, we are absolutely very happy and very proud that we are somehow contributing to growing both the game that we have a big passion for, and of course an industry that we think that can be extremely useful for the community and everywhere. So Paco, this year you will organize the first edition of World Football Summit Africa in Durban in South Africa. What was your principal motivations? Yes, as you were pointing out, this year we're hosting the first ever edition of WFS Africa. It's the first event that we're hosting in the African continent, and we are extremely excited with this project that we aim to consolidate in the same way that we've consolidated WFS in Madrid, and we are consolidating WFS Asia in Kuala Lumpur. Why Africa? Well, it's very simple. We are absolutely sure that Africa has a unique potential to become a global football hub for a wide range of reasons, but just to mention the two most obvious ones, I think anyone that has been in Africa will agree that no other place in the world matches the passion that Africans have for football. So that's a huge value for the game and for the industry. And in addition, I don't think there's any other place in the world that has the capacity of producing football talent the way Africa does. And you know, we're seeing that every day with the increasing role that African players are playing in European clubs and all the titles and the success that they are achieving. So yeah, overall, we believe that Africa has a huge potential to become a global football hub. We believe that that would be excellent for the continent, and we are willing to contribute to the growth of the game and the business in the continent. Thank you, Paco Roche. We hope we'll meet in Durban for this important sport event. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que Paco Rabanne est donc le directeur de la communication de cet important événement sportif, le World Football Summit, prévu du 17 au 18 mars prochain à Durban, en Afrique du Sud. Alors rapidement, on n'a plus beaucoup de temps, Francis Languédé, à la lumière de ce que nous dit donc le coach Paco Non, que dit Paco. Il faut dire il est le communication director. Voilà, le directeur de communication donc de cet événement. Comment faire pour améliorer la formation du jeune sportif africain? Enfin, disons plus pour comment vendre le jeune sportif africain à travers ce type d'événement. Il faut dire quand même que le World Football Summit, c'est le plus grand événement au monde en matière de sport business. Venir organiser une première édition en Afrique avec toutes les sommités qui sont annoncées, Fatma Samoura, Benny McCarthy, Benny McCarthy, c'est vraiment Danny Jordan, c'est du lourd en termes de, il faut dire, on parle de 80 speakers, c'est énorme. Et également l'Ivoirienne, l'entraîneur ivoirien. Tout à fait, l'entraîneur ivoirien Camara. Donc il y a Clémentine Touré Touré qui est également une figure emblématique du développement du football féminin en Afrique. Je pense que ce sera un rendez-vous que Sport Business Africa ne pouvait manquer sous aucun prétexte. D'ailleurs, on a déjà reçu nos accréditations pour l'événement, donc forcément on y sera pour partager avec nos téléspectateurs justement cet événement de très grande ampleur. Rapidement pour sortir, André Onana, un mot sur cette compétition qui se tiendra au mois de mars. Oui, disons que ce sommet va réunir véritablement les figures de pro du football mondial. Et il y a là ce qu'on appelle un échange de connaissances et de compétences. Donc je pense que ceux qui vont se retrouver là-bas vont bénéficier parce que les speakers, que vont-ils faire?
ils vont partager leur expérience. Ils vont parler des leviers sur lesquels il faut actionner pour booster le football en Afrique et partout dans les zones où véritablement ça ne se passe pas encore bien. Donc, je pense que nous n'avons pas la possibilité, en fait, en ce qui concerne la compagnie dont j'ai la charge. Je me réjouis de ce que Franck Ghislain va nous représenter de ce côté. Mais c'est un sommet qu'on ne va plus rater. C'est-à-dire que pour l'année prochaine, on est convaincu de travailler dès à présent pour que chaque année, on se retrouve à côté de ces personnes qui vont forcément impacter l'activité que nous avons choisi de faire. Merci. Alors, le temps nous tient à la gorge. On n'aura pas le quiz de la semaine. On va rapidement conclure cette émission en vous disant merci d'avoir été des nôtres pour ce premier rendez-vous de la 3e saison. Merci à vous, Francis Languené. Merci, André Onana, d'être passé. Merci à vous également d'avoir été des nôtres. Donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.